genre, de cette catégorie d'applications et apporter notre solution et notre approche, la présenter, la détailler avec des diagrammes de conception et puis voir les réalisations, les conclusions, les perspectives de ces deux applications. En informatique, l'intelligence artificielle a pour objectif de décomposer des fonctions cognitives pour simuler des comportements humains dans les différentes activités, perception, action, mémoire, apprentissage, raisonnement, pensée, expression, communication, exécution, décision. En fin de compte, ce sont les 4 principales fonctions qu'on retrouve dans n'importe quel système d'information, qui est la saisie, la collecte, le stockage, la mémorisation, le traitement par la suite et la diffusion, la communication pour la prise de décision par la suite. Mais derrière ce programme général, il faut distinguer l'approche de l'intelligence artificielle numérique qui s'appuie sur les progrès de la puissance de calcul et des bases de données massives, les big data, et l'approche de l'intelligence artificielle symbolique qui s'appuie sur les progrès de la logique formelle et de la représentation de la connaissance. C'est l'approche de l'intelligence artificielle numérique connexionniste qui domine aujourd'hui la discipline, avec les succès toujours plus spectaculaires de réseaux de neurones formels pour la reconnaissance de forme. On voit ainsi apparaître la formule intelligence artificielle égale à big data plus machine learning, donc la fonction principale d'apprentissage, pour justement améliorer les systèmes intelligents. L'entraînement d'un réseau de neurones sur d'énormes masses de données devenant très coûteux, vu bien sûr les puissances de calcul nécessaires, et les recherches portent autant sur des processeurs spécialisés, c'est-à-dire on travaille aussi sur d'autres architectures matérielles pour bien sûr le déploiement de ce type d'algorithmes, de programmes, que sur de nouvelles architectures de matrices et architectures logicielles. Certaines architectures complexes amènent alors des chercheurs comme Bengio, qui est le récipiendaire du prix Turing en 2019, à parler de la révolution de l'apprentissage profond. Et une des bonnes sources d'informations sur cette question est actuellement le e-book qui est en accès libre de Olivier Zarati, les usages de l'intelligence artificielle. Par la simple perception d'une masse de situations ponctuelles, les réseaux de neurones formels infèrent notamment des systèmes de décision par induction pré-intégrés pour l'estimation boursière, décrire les profils clients, prédiction des fraudes, analyse financière, système de recommandation, conduite autonome, justement, dont a parlé Sijawad tout à l'heure, la reconnaissance faciale, mais ils ne fournissent aucune règle de justification pour l'interprétation, puisque les résultats obtenus en sortie ne sont pas explicables. Dans un profond réseau de matrices deep learning, jusqu'à 150 matrices dans le modèle ResNet de Microsoft, les millions de modifications automatiques du potentiel de tous les neurones formels ne sont plus traçables. Et d'où le débat épistémologique qui est relancé. Une analyse scientifique peut-elle se contenter de faire des prédictions valides dans de nombreux cas, ou bien doit-elle chercher à expliquer les phénomènes observés et à fournir les conditions de sa propre réfutation? Concernant l'intelligence artificielle symbolique, basée sur entre autres systèmes multi-agents, systèmes experts, au départ et jusqu'aux années 2010, c'est cette approche-là qui avait fondé la discipline de l'intelligence artificielle. Et de nombreux chercheurs plaident aujourd'hui pour le renouveau de cette approche et surtout sa complémentarité avec l'intelligence artificielle numérique, basée sur les réseaux de neurones, dans un contexte où le machine learning semble commencer à montrer certaines limites. Donc, c'est cette approche-là, l'intelligence artificielle
symbolique sur laquelle on s'est basé pour l'implémentation de ces architectures de contrôle à distance utilisées dans plusieurs domaines d'application: le monitoring médical, l'agriculture de décision, le tracking militaire à base de drones et la surveillance dans des environnements hostiles basés donc sur des collectes et puis des analyses et bien sûr par la suite connaître un changement et l'évolution de l'environnement et par conséquent assurer une surveillance de l'environnement. Cette catégorie de plateformes démarrait bien sûr les années 70, 60 avec les enregistreurs mécaniques et puis par la suite les enregistreurs numériques qui sont faciles à manipuler et moins coûteux avec un contrôle suivi d'un endroit unique. Et on a évolué vers le contrôle d'un environnement très vaste grâce à des réseaux de capteurs sans fil et des objets connectés, afin de faciliter le suivi et le contrôle à distance de l'environnement physique avec une meilleure précision. Ce type de plateforme fait partie des plateformes machine-to-machine ce sont des systèmes automatiques ou semi-automatiques avec le minimum possible d'intervention humaine. Donc ça fait partie de ces catégories de logiciels, machine-to-machine. Les dispositifs contenant des capteurs interconnectés permettent de remonter des données connectées jusqu'à un serveur central. Donc, nous avons le déploiement d'un réseau de capteurs physiques sans fil dans un environnement. Et puis, les datas sont centralisées dans des nœuds PRI, des sync nodes. Et puis, bien sûr, ces données-là, ils sont traitées et centralisées par la suite dans un serveur distant. Voilà, donc nous avons des nœuds capteurs reliés à des nœuds PRI pour collecter les données avec une puissance de calcul élevée et une mémoire de grande capacité et possibilité de récupérer des données à des endroits distants afin de surveiller des zones distantes et disposer bien sûr d'interfaces de communication supplémentaires et à un accès GSM ou Internet afin qu'on puisse communiquer avec un serveur distant et l'exploiter à travers un client léger ou un client mobile par des différents types d'utilisateurs avec un accès à distance aux données et une réception de requêtes et des notifications des utilisateurs. Le nœud physique, il est composé de batteries bien sûr, d'unités d'acquisition, d'unités de traitement et des unités de transmission, bien sûr, pour l'envoi de données. Et là, nous avons deux principales problématiques pour ce genre de plateforme, qui est l'énergie. Comment on va, bien sûr, apporter l'énergie à ces différents capteurs. Donc ça, c'est par la recherche des batteries dans un réseau de capteurs. La recherche de batterie dans un réseau de capteurs il est non envisageable en raison de, bien sûr, l'emplacement lointain des nœuds. Et un réseau de capteurs sans fil ne peut pas accomplir les exigences de l'application tant qu'il est en vie. Et il y a un souci aussi de sécurité. La communication dans le réseau de capteurs sans fil se fait sur un canal sans fil. Et puis, il y a bien sûr une vulnérabilité et intrusion. La sécurisation des données est donc un enjeu majeur de ce type d'application et le défi de pouvoir sécuriser le réseau tout en veillant au respect des contraintes, bien sûr, de l'énergie, ne pas consommer assez d'énergie. Donc, pour répondre à cette problématique d'énergie, on a proposé une approche hybride basée sur ce qu'on appelle le réveil cyclique, qui est la principale bien sûr, source de consommation d'énergie d'un
capteur et son unité de transmission, lors de l'envoi, bien sûr lors de l'envoi des données. Et donc on va réveiller ce capteur qu'au moment de l'envoi. Autrement, il est en quarantaine, si vous voulez. Donc ça permet de réduire la consommation d'énergie et puis mettre la radio de l'émetteur en mode veille à chaque fois que la communication n'est pas nécessaire. Donc voilà, il faut apporter des algorithmes d'ordonnancement dans ce sens. Et aussi une approche basée sur le data driven. Les plans de réveil cyclique ne prennent pas en considération les données collectées par les capteurs. Ça permet d'améliorer l'efficacité énergétique. L'acquisition des données efficaces en énergie, ça permet de réduire les données, n'envoyer que les données nécessaires. La troisième approche éventuellement utilisée dans ce type de plateforme, c'est une approche basée sur la mobilité. Et donc un nœud mobile qui va se déplacer vers les nœuds physiques pour la collecte de données et l'envoi en nœud. Pour le défi de la sécurité, afin de minimiser la consommation d'énergie tout en maximisant les performances de la sécurité, on a proposé d'utiliser la cryptographie et bien sûr adaptée à ces réseaux de capteurs sans fil qui est bien sûr la cryptographie symétrique. Et la plupart des architectures de sécurité, bien sûr, utilisent ce type de cryptographie et les exigences de sécurité diffèrent, bien sûr, selon le type et les contraintes de l'application. Donc l'approche adoptée, c'est une approche qui va nous permettre de gérer des nœuds physiques, des nœuds mobiles, et adapter notre sécurité au contexte et au réseau de capteurs sans fil. Et ceci nécessite une utilisation d'une approche adaptative, réactive et intelligente. Donc l'approche qui est utilisée, c'est une approche basée sur l'intelligence artificielle symbolique, basée sur les systèmes de dialogue, qui nous permet d'apporter une intelligence artificielle distribuée, avec des résolutions de contraintes et de problèmes, et aussi diviser le problème en de petits morceaux de sous-problèmes, la prise en charge par des entités autonomes, et aussi le partage de la connaissance afin de trouver bien sûr des solutions optimales. Donc la solution utilisée, bien sûr, c'est à base de système d'outils agent qui est à base de ce qu'on appelle l'agent, qui est un objet doté d'une intelligence et doté aussi de rôle, qui est capable de percevoir et d'agir sur son environnement, de communiquer avec des autres agents pour améliorer bien sûr sa base de connaissances et son comportement et ses interactions et bien sûr atteindre les buts qu'il poursuit. La conception d'un agent passe d'abord par la conception de son architecture. Donc il a des entrées, une perception, il délibère et il prend des décisions. L'architecture interne de l'agent représente l'ensemble du processus interne permettant à un agent de prendre une décision. Nous avons différentes catégories d'agents utilisés dans cette catégorie de plateforme, des agents simples, des agents avec état, des agents ayant des buts et des agents utilisant une fonction d'utilité. L'avantage d'une telle approche, c'est sa modularité, avec une programmation simple, des API existants, des systèmes extensibles, également la vitesse d'exécution avec la possibilité de lancer plusieurs traitements parallèles et bien sûr plusieurs agents qui travaillent en même temps sur une problématique, et puis la fiabilité, le contrôle et les responsabilités partagées entre les différents agents. Donc là, on compare ce type de programmation orientée agent et la programmation orientée objet.
d'abord quelques similarités. L'état interne de l'agent ou bien de l'objet. L'objet ou l'agent possède un état statique qui peut évoluer dans le temps. Des unités de comportement modulaires, des comportements, bien sûr, des méthodes, la communication par envoi de messages et aussi la possibilité d'agir pour modifier l'état de cette entité. La différence, principalement, c'est l'autonomie de l'agent. L'agent, il est autonome. Il peut décider de son comportement en fonction de son état, de ses croyances, de ses connaissances et de sa perception de l'environnement. Et bien sûr des requêtes. Et aussi la sociabilité. L'agent, il est sociable. C'est une composante très importante de l'agent. Et la complexité des interactions des organisations. Et aussi la notion de l'environnement, l'importance. Cette notion est très importante et plus complexe utilisée par l'agent. Nous avons plusieurs plateformes sur le marché qui utilisent ce type de programmation orientée agent, Voyager, Dimat, Zeus, Matkit, JED, qui est une plateforme basée, développée à 100% Java et qui est basée sur des normes de communication FIPA 97. L'architecture proposée, bien sûr, c'est basée sur une architecture de contrôle. Notre équipe de recherche voilà, donc, composée de plusieurs agents qui cohabitent et qui communiquent et qui permettent de percevoir l'environnement et de choisir l'action adéquate à utiliser et par la suite planifier et naviguer. L'architecture proposée est composée d'un certain bloc, certains sous-systèmes multi-agents, de gestion de communication, de gestion de nœuds, bien sûr des services web, des RESTful, services REST, et puis des bases de connaissances, des bases de règles et des bases de données. Le sous-système multi-agent gestion de communication gère et filtre toutes les communications entre les agents. Il vérifie la validité du contenu et des requêtes. Nous avons deux types d'agents dans cette couche. L'agent ACC qui est responsable du contrôle de la communication entre les agents et de l'enregistrement des interactions entre les agents et les organisations. L'agent filtre qui gère l'historique des messages et filtre les informations en contrôlant la communication initiée par les requêtes. Le sous-système multi-agent gestion du nœud est composé de 9 agents. L'agent gestionnaire, qui est responsable de la gestion des organisations et des déploiements des agents. Il permet la vérification des entrées et des sorties des agents, l'attribution des rôles, ainsi que l'utilisation du système. L'agent interface qui génère une succession d'objectifs tels que les données physiques à capturer, etc. L'agent DAO, Data Access Object, qui est responsable de l'accès aux bases de données contenant toutes les informations pertinentes du système et l'accès aux bases de connaissances de la plateforme. L'agent actionneur qui représente l'ensemble des comportements nécessaires à la commande des effecteurs. L'agent capteur qui représente l'ensemble des comportements nécessaires à la surveillance et à la collecte et la transmission des données. L'agent décideur qui accepte ou refuse la proposition de l'agent comparateur. Et il prend une décision puisqu'il a une vision plus globale de l'environnement. Cet agent utilise des algorithmes de résolution de contraintes basés sur l'API Choco pour prendre des décisions et c'est un agent qui est cognitif. L'agent comparateur, c'est un agent qui est responsable des traitements et contrôles des données récupérées par l'agent capteur et des solutions à proposer à l'agent décideur. C'est un agent réactif, action-réaction. L'agent notification qui génère les différents types de notifications en cas de problème. Et l'agent journal qui est responsable de la gestion de l'archive et le log. Donc cette première version permet de gérer les différents milieux physiques. Et puis pour assurer une fiabilité de la plateforme,
pourrait dupliquer ces nœuds physiques pour assurer bien sûr la disponibilité des services, ce qui est un petit peu coûteux. On n'a pas encore apporté une solution pour la sécurité. Donc on va améliorer cette version en apportant de la mobilité dans le cas d'une défaillance d'une partie du réseau. On peut bien sûr utiliser, au lieu de dupliquer les nœuds physiques, utiliser un nœud mobile à notre disposition et puis le gérer à travers notre plateforme de contrôle à distance pour aller remplacer remplacer le travail des différents nœuds physiques et fuites et synchroniser avec bien sûr le serveur distant. Voilà, donc ce système multi-agent de gestion de nœuds mobiles fait référence à la version de contrôle à distance de l'équipe, ce qui permet de gérer, bien sûr, sans dupliquer les nœuds physiques, de gérer les zones à problème pour assurer, bien sûr, la disponibilité des services. La troisième version, là, on a apporté, bien sûr, une troisième couche pour, bien sûr, sécuriser la plateforme. C'est un sous-système multi-agent sécurité basé sur trois principaux agents: l'agent cryptage, l'agent authentification et l'agent autorisation. L'agent authentification permet la gestion de la sécurité. Les utilisateurs doivent être authentifiés en fournissant un nom d'utilisateur et un mot de passe pour être en mesure de posséder ou d'effectuer des actions sur un composant de la plateforme. L'agent autorisation permet de vérifier si l'utilisateur a les autorisations requises pour les actions demandées d'une part. D'autre part, cet agent vérifie les droits d'accès des utilisateurs du système. L'attribution des droits d'accès est basée sur la notion des rôles. Et l'agent cryptage assure la transmission des données échangées dans la plateforme à travers un canal de transmission crypté selon la sensibilité des données. Nous avons différentes catégories de sensibilité de données, ce qui permet bien sûr de gérer et les nœuds physiques et les nœuds mobiles et bien sûr l'implémentation de la sécurité de la plateforme. Donc ceci fut documenté et décrit par différents diagrammes de conception à travers le langage de modélisation unifié UML, orienté agent. Et puis, bien sûr, donc là, vous avez le diagramme de cas d'utilisation où on liste donc, les principales fonctionnalités de cette architecture. Donc, principalement la supervision de l'environnement, mais aussi la gestion des journaux, la gestion des alertes d'identification, la gestion des nœuds physiques, la gestion des nœuds mobiles, la sécurité des données à travers un système de cryptographie symétrique, le paramétrage bien sûr de la plateforme, l'affectation des privilèges et la gestion de la base de connaissances. Et là, nous avons différents diagrammes de séquences, donc l'authentification à plusieurs niveaux de la plateforme qui permet de décrire l'aspect dynamique du système, donc la supervision, quelques diagrammes de séquence de supervision de l'environnement, le choix du nœud mobile, aussi le choix bien sûr du nœud mobile le plus adéquat, le plus proche, le plus compétent. Voilà. Et puis bien sûr le diagramme de séquence qui met en relation les différents agents de la plateforme. Bien sûr, l'agent c'est comme une classe, mais il est enrichi par d'autres compartiments qui est le rôle, le comportement et puis le protocole de communication utilisé entre les agents. La plateforme matérielle au niveau de la réalisation, là on a utilisé on a implémenté deux plateformes de contrôle à distance pour valider cette architecture. Et donc nous avons
utilisé un nœud statique. On a choisi la carte Arduino. Voilà, avec un processeur ATmega 328, une RAM et une mémoire flash. Pour le nœud mobile, pour la validation de la plateforme, on a choisi, on avait à la disposition ce petit bijou, le Lego NXT, pour jouer le rôle du nœud mobile qui va bien sûr remplacer la défaillance d'une partie du réseau capteur. Voilà, et puis donc pour le cas d'utilisation de contrôle à distance de la plateforme de l'agriculture, bien sûr, on va utiliser un certain nombre de nœuds physiques, capteurs de température, d'humidité, capteurs de l'humidité du sol, ainsi de suite. Concernant la plateforme de contrôle des paramètres physionomiques, on a carrément développé un capteur ECG en interne pour qu'on puisse bien sûr récupérer les fréquences de battement de cœur, ainsi de suite, juste pour les tests. Et pour bien sûr l'accès à distance, nous avons opté pour bien sûr le système Android qui est le plus utilisé parmi les plateformes mobiles actuellement. C'est 3/4 des systèmes mobiles. Voilà, pour les tests d'expérimentation, la plateforme ICHATI permet bien sûr de contrôler à distance les différents paramètres physionomiques, surtout des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer pour les tests dans les laboratoires de recherche. Des fois les portions des médicaments dépendent à chaque fois des tests des laboratoires pharmaceutiques. Et donc, pour empêcher ces déplacements, donc on pourrait bien sûr utiliser de telles plateformes pour aider ces patients à mobilité limitée. Donc ça permet d'assurer un suivi médical des patients à domicile et ça permet de connecter ces différents centres médicaux avec les patients à distance. Ce qui permet bien sûr voilà, il y a plusieurs fonctionnalités qui ont été développées dans cette plateforme. Donc, dans le cas où il y a un souci, un malaise, donc on peut bien sûr rechercher d'une façon intelligente les centres médicaux qui vont pouvoir répondre à ce besoin. Voilà. Donc, ça permet de fournir aussi des services permettant de faciliter l'accès aux informations médicales. L'autre plateforme de contrôle à distance de l'environnement dessert des parcelles, gérer à distance la fertilisation et l'irrigation, surveiller en temps réel les paramètres environnement et climatiques et aussi gérer des ressources pour une meilleure efficacité et un meilleur rendement. Et là, c'est le prototype de la serre qu'on a bien sûr utilisé pour valider bien sûr cette architecture. Et vous voyez quelques résultats de stabilité de la température et de l'humidité au sein de la serre. Température et humidité du sol aussi convenable à chaque plante. Donc c'est une architecture autonome distribuée basée sur une intelligence artificielle symbolique pour la gestion d'un réseau de capteurs sans fil, conçu d'une façon distribuée pour suivre et contrôler à distance les environnements. Donc la réalisation et puis le test expérimental. La compréhension des principes des différentes modélisations actuellement proposées par l'intelligence artificielle est tout à fait possible et cette même compréhension permet ensuite de déconstruire beaucoup de mythes et de légendes. Et là, je vous oriente vers l'article de Clément Génaud qui parle de ces différents mythes et légendes
l'apport éventuel de l'intelligence artificielle sur le quotidien de l'humain. Donc ça permet d'éviter des délires sur le fétichisme des objets numériques, ou sur ce qu'on appelle aussi le transhumanisme. Il ne faut pas une machine qui peut bien sûr récupérer et traiter les images et aussi reconnaître les émotions humaines, comme l'a présenté Cyril la dernière fois dans ses travaux de recherche. On ne peut pas dire que ces machines vont être dotées d'un esprit critique ou bien de l'innovation, ou bien simplement un esprit d'humour, par exemple, comme l'homme. Donc ça, on est très loin de ces aspects. Donc bien sûr, l'intelligence artificielle a un très grand apport et dans le futur aussi, elle va nous apporter grandement plusieurs fonctionnalités, plusieurs bien sûr outils. Elle va bien sûr être intégrée aux différentes catégories d'applications. Donc ça va être une couche importante parmi les couches du génie logiciel. Voilà, donc quelques communications sur les sujets présentés. Merci pour votre attention.